Bonsoir et bienvenue sur les chaînes parlementaires. Ce soir donc ce troisième et dernier débat avant le premier tour pour le vote des militants dans la candidature pour l'investiture socialiste. Les militants vont donc choisir et ce soir on vous regarde aussi et on vous écoute au-delà de nos frontières. Ségolène Royal, si vous êtes élu chef de l'État, quelle est votre politique étrangère pour la France ? D'abord, je pense que les descriptions que viennent de faire Dominique et Laurent, je les rejoins parce qu'elles correspondent en effet à l'état du monde. Ce que je voudrais peut-être simplement ajouter, c'est que les Français sont en droit aussi de comprendre la politique étrangère. Et pour cela, je crois que la politique étrangère et la politique nationale doivent obéir aux mêmes valeurs et aux mêmes principes, en tout cas pour les socialistes. Et face à ce monde instable, je vois trois valeurs essentielles qui inspirent à la fois les politiques nationales et internationales. D'abord, l'exigence de vérité. On a eu trop souvent le cas de discours diplomatiques tenus à l'étranger et puis, une fois revenus sur le territoire national, ces engagements qui n'étaient pas tenus. Ensuite, l'exigence d'efficacité. Je crois qu'aujourd'hui, en effet, face à l'urgence, la politique étrangère doit être efficace et donc nous devons penser à une réforme du fonctionnement des organisations internationales, une réforme de l'Europe, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi l'intégration des valeurs qui sont les nôtres dans le fonctionnement des organisations internationales, c'est-à-dire y intégrer les normes sociales et les normes environnementales. On pense bien sûr au gouvernement mondial économique pour l'ONU, à la réforme de l'OMC, nous en reparlerons sans doute tout à l'heure. Et puis enfin, les deux autres valeurs, ce sont celles de la sécurité et de la lutte contre les inégalités. La sécurité, puisque aujourd'hui, l'utopie que nous devons rendre réalisable, c'est de régler le problème du conflit au Moyen-Orient, car beaucoup de déséquilibres du monde dépendent de ce conflit. Et enfin, la lutte contre les inégalités, parce que je pense qu'aujourd'hui, les conflits les plus exacerbés, les violences les plus tenaces ou celles qui vont naître dans les années qui viennent sont dues aux inégalités de développement, sont dues à la montée de la pauvreté et sont dues à la destruction de la planète par le réchauffement climatique. Et je veux dire pour terminer que tous ces problèmes du monde ont un impact direct sur la vie des Français. Et c'est pourquoi j'appelle au plan international l'élaboration d'un ordre international juste. Je pense qu'un autre monde est possible dans bien des domaines, car si nous ne réglons pas le problème de la sécurité du monde, alors nous aurons le terrorisme dans nos pays aussi. Donc il y a un lien direct. Si nous ne réglons pas les problèmes d'inégalité, nous aurons les migrations de la misère et nous sommes directement concernés. Et si nous ne réglons pas le problème de destruction planétaire, alors nous aurons les catastrophes climatiques qui nous toucheront directement. Autrement dit, défendre un autre ordre mondial, c'est aussi défendre les intérêts bien compris de la France. Ségolène Royal, qu'est-ce que vous faites ? Un nouveau traité uniquement institutionnel, comme vient de le dire Laurent Fabius, pas de traité du tout, comme a l'air de le suggérer en ce moment Romano Prodi, ou alors on reprend, comme Angela Merkel, l'ancien traité ? D'abord, je veux que l'Europe se relève. Je veux reprendre le talisman de François Mitterrand. Je pense que bien des problèmes du monde que j'évoquais tout à l'heure trouveront leur solution dans un bon fonctionnement de l'Europe. L'Europe est très attendue sur la scène internationale. Je m'en suis rendu compte en rencontrant Romano Prodi récemment, José Luis Zapatero. Tous les États européens attendent de la France qu'elle se remette en mouvement pour que l'Europe se remette aussi en mouvement. Les Français se sont prononcés, donc ce vote s'impose à nous. Pourquoi est-ce que les Français, une majorité d'entre eux, se sont méfiés de l'Europe ? D'abord parce que l'Europe n'a pas réussi à lutter contre le chômage. L'Europe a créé aussi de la précarité. L'Europe n'a pas correctement lutté contre les délocalisations. L'Europe n'a pas incarné un idéal. Elle s'est réduite à une monnaie qui a provoqué une hausse des prix et elle s'est réduite à un grand marché, ce qui est déjà très important parce que ça a aussi protégé nos économies. Et donc il faut un nouveau traité, Ségolène Royal ? Je pense d'abord qu'il faut reconstruire l'Europe par la preuve.
c'est-à-dire lancer un grand projet européen. C'est l'Europe des projets. Jacques Chirac en parle déjà. Mais qui touche la vie concrète des Français, la vie quotidienne. C'est-à-dire que l'Europe réussisse en effet à lutter contre le chômage, à faire ses preuves dans ce domaine-là, en luttant contre les délocalisations, par exemple en cessant de subventionner, de donner des fonds structurels aux délocalisations en son sein, et à se protéger davantage à ses frontières contre un certain nombre de délocalisations ou de règles du marché déloyales. Je pense ensuite que l'Europe doit faire ses preuves en investissant massivement dans les emplois de demain, c'est-à-dire dans la recherche et dans la protection de l'environnement. Nous avons aujourd'hui... Toutes ces propositions, vous les inscrivez dans quoi? Dans un texte, nouveau texte? Je les inscris dans un travail de coordination et de coopération entre les chefs d'État des pays européens. Laurent Fabius rappelait à l'instant les prochaines échéances. Donc nous avons à travailler à ce niveau-là. Et ensuite, nous avons, dans un texte court, à dire qui décide, comment on décide et avec quelles institutions. Un texte court, mais ce n'est pas un traité à minima. Il faut redéfinir de toute façon les règles du fonctionnement de l'Europe, car on ne fonctionne pas à 27 comme à moins de pays. Donc ces règles devront être redéfinies, mais elles seront d'autant plus facilement acceptées par un nouveau référendum du peuple français que si, auparavant, l'Europe a fait ses preuves sur les domaines en particulier que j'évoquais tout à l'heure. Juste un élément très important pour les Français et pour les Européens. Nous avons aujourd'hui 200 000 chercheurs européens qui travaillent aux États-Unis. Eh bien, voilà un défi concret à relever. Faisons revenir et gardons sur le territoire européen notre potentiel de recherche, d'innovation, à jouer un rôle majeur dans l'un des principaux problèmes du monde d'aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien. La question est simple et claire, et je la répète. La Turquie dans l'Union, c'est oui ou c'est non? Tout d'abord, si vous le permettez, l'Europe à gauche, bien sûr. Moi, je crois qu'une Europe par la preuve, c'est-à-dire par la preuve de la lutte contre le chômage, par la preuve de la lutte contre la précarité, par l'adoption d'un traité social, par l'adoption d'une directive sur les services publics, ça nous permettra de construire en effet une Europe à gauche, dans laquelle les catégories populaires qui ont massivement voté contre la Constitution, parce qu'elles ne se sentaient pas protégées par cette Europe, qu'elles ne comprenaient pas, et à l'égard de laquelle on ne les avait jamais consultées, et en particulier sur l'élargissement, ces catégories populaires méritent qu'on puisse reconquérir leur confiance dans une Europe qui les protégera. Alors justement, sur l'élargissement, la Turquie, c'est oui, c'est non, ou c'est simplement un partenariat privilégié, comme vient de le suggérer Laurent Fabius? Par la gauche, c'est aussi tenir parole des gouvernements de gauche. Et les négociations ont été ouvertes par le gouvernement de Lionel Jospin. Et moi, je pense que l'État n'a qu'une parole. Et que dans le cadre de cette continuité, il n'est pas possible d'interrompre les négociations. En revanche, il est prévu que l'intégration de la Turquie se fera par référendum. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire sous un certain nombre de colibés, à ce moment-là, l'avis du chef de l'État, au moment où le peuple français se prononcera, sera l'avis du peuple français. Alors il y a deux solutions. Vous parlez de l'avis du peuple, mais vous devrez faire campagne. Vous défendrez quelle position à ce moment-là, Ségolène Royal? Je vais vous la donner. Il y a deux solutions. Soit la Turquie remplit les conditions, et actuellement, ça n'est pas le cas. J'en sais quelque chose, puisque même si la Turquie a beaucoup évolué sur la question des droits de l'homme, il y a encore énormément de chemin à faire, et notamment aussi sur les normes sociales. J'ai été avocate de Leyla Zana à Ankara, qui est une députée kurde, et qui était jetée en prison simplement pour parler kurde ou pour revendiquer le drapeau kurde. Aujourd'hui, c'est possible en Turquie. Il y a quelques progrès. Mais il y a encore le problème de la reconnaissance de Chypre. Donc, en clair, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, ce serait non pour vous, Ségolène Royal. Ça peut être oui sous condition. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas remplies. Le jour, si dans 10 ou 15 ans, toutes les conditions sont remplies, à ce moment-là, la parole d'un chef d'État, dans la continuité des engagements internationaux qui ont été pris, sera d'expliquer au peuple français que dès lors que les conditions sont remplies, la position du chef de l'État, ça sera pour l'adhésion. Mais le peuple pourra très bien décider autrement. Et je vais vous dire une chose. Plus on peut s'ouvrir vers les autres,
On peut s'ouvrir davantage vers les autres si, sur le territoire national, ça marche bien, ça fonctionne bien, et si l'Europe à 27 fonctionne bien et règle les problèmes des gens. Si les gens voient que leurs problèmes sont réglés et que l'Europe aide à résoudre ces problèmes d'emploi, de sécurité, de pouvoir d'achat, alors ils auront la générosité de s'ouvrir. De s'ouvrir davantage. De s'ouvrir vers les autres. Ségolène Royal, au-delà de la Turquie? Pardon ? Quelles sont vos frontières à ce moment-là, au-delà de la Turquie? Honnêtement, je pense qu'il faut faire une pause. Mais qu'en revanche, il faut rééquilibrer l'Europe vers un dialogue euro-méditerranéen et accélérer ce dialogue entre l'Europe et le Maghreb et définir une nouvelle politique africaine pour l'Europe. Là aussi, il y a des urgences qui peuvent rentrer dans le cadre de coopération européenne renforcée. Vous avez tous parlé du conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, Ségolène Royal, l'armée israélienne frappe à Gaza et les femmes palestiniennes sont désormais utilisées comme boucliers humains. Vous, si vous êtes élu, vous discutez avec le Hamas, Ségolène Royal? Si je suis élue, je fais en sorte que l'Europe occupe toute sa place dans la résolution de ce conflit qui est l'un des plus douloureux que vivent les populations concernées des deux côtés. Je crois qu'elles sont vraiment au bout de ce qu'elles peuvent supporter chez les uns et chez les autres. Et la responsabilité aujourd'hui des grandes puissances, c'est de s'investir dans la résolution de ce conflit. Vous, en tant que chef de l'État, quelle est votre attitude ? Je pense qu'il est très important que sur des problèmes aussi difficiles que cela, nous puissions recadrer les choses dans un certain nombre de principes et d'actions. Les principes sont clairs, c'est le droit d'Israël à la sécurité et aujourd'hui chacun sait que cette sécurité est fragilisée. C'est le droit des Palestiniens à avoir un État reconnu. Et dans les tensions, les exacerbations, les humiliations qui aujourd'hui ne font qu'empirer, il est temps de remettre en mouvement un processus de paix. Je suis favorable à ce qu'Israël défende sa sécurité, mais en même temps, il faut mettre sur place un système de résolution des problèmes de sécurité qui se passe pour éviter d'entrer dans l'escalade, provocation, répression, provocation, répression. Mais pour faire ce que vous expliquez là, il faut avoir des interlocuteurs. Le Hamas peut-il pour vous être cet interlocuteur ? Mais il faut parler avec tout le monde. Et sur la question du peuple palestinien, je suis favorable à la reprise de l'aide au peuple palestinien, à condition que cette aide soit bien évidemment contrôlée. Les aides de l'Union européenne. Car la pauvreté, le non-versement des salaires sont source de tensions et de violence. Mais l'Union européenne a mis en place un mécanisme pour que l'aide arrive aux populations, même si elle ne transite pas par l'autorité. Oui, mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de ce mécanisme et ne pas négliger et vraiment donner toute l'aide qu'il faut pour lutter contre les précarités et toutes les formes de pauvreté. Je pense que l'Europe a un rôle éminent à jouer. C'est pour ça qu'il faut construire l'Europe politique et qu'un groupe de pays volontaires au sein de l'Europe pourrait faire œuvre de médiation en mettant toutes les parties autour de la table. Car ce conflit-là est aussi source d'autres tensions dans le monde. Et c'est vraiment aujourd'hui une des préoccupations majeures de tous les efforts diplomatiques qui doivent être faits pour que les peuples, les familles retrouvent la paix dans la vie quotidienne, cesser d'avoir la peur au ventre tous les jours, observer ce désespoir quotidien. Aujourd'hui, je pense que nous avons les moyens, les intelligences collectives de faire en sorte, alors qu'il y a déjà tellement de dégâts autres sur la planète, que ce problème-là soit résolu, parce qu'on a besoin du talent de ces peuples et de ces pays pour faire avancer le monde. On a besoin d'eux et donc il faut que la paix revienne dans cette partie du monde et je pense que c'est possible. Il va falloir aussi l'Europe est capable de prendre le relais des États-Unis dans cette région ? Non. Je crois qu'on ne pourra pas faire les uns sans les autres. Si les États-Unis ne veulent pas se réimpliquer, alors il faudra que l'Europe prenne toute sa place. Aujourd'hui, l'Europe finance, mais ne joue pas son rôle politique à la hauteur. Il faudra que les États-Unis, et j'espère que si un jour les démocrates reviennent aux responsabilités, à ce moment-là, ils s'impliqueront davantage dans la résolution de ce conflit. Mais il est vrai que l'abandon des États-Unis explique aussi le regain de tension dans cette partie du monde. Et ça, il faut profondément le regretter.
tout à l'heure des opérations extérieures à l'occasion de notre chapitre défense. On va parler de l'Iran à présent. Ségolène Royal, l'Iran, une grande nation qui pèse désormais plus que jamais dans la région. En vertu de quoi n'aurait-elle pas le droit aujourd'hui d'enrichir son uranium civil ? Tout simplement parce qu'elle a signé le traité de non-prolifération nucléaire, qu'elle s'est engagée dans cette voie-là, civile, donc a fortiori donc non militaire, et par conséquent, tous les États du monde qui tiennent à la paix dans le monde doivent absolument agir pour que l'Iran n'accède pas à cette possibilité-là. Mais pour l'instant, elle dit que ce n'est qu'un programme nucléaire civil. Oui, mais je pense que malgré tout, il faut absolument empêcher ce processus parce que c'est une menace sur le monde, c'est une menace sur Israël, on le sait. Et je crois que notre responsabilité, c'est de poursuivre l'action diplomatique pour que l'Iran ne puisse pas accéder au nucléaire. À partir de quel moment les sanctions deviennent pour vous insuffisantes ? On ne peut pas, a priori, faire l'hypothèse que l'action diplomatique va échouer. Moi, je crois que c'est là qu'est la priorité. Il faut que l'action diplomatique réussisse pour éviter d'entrer dans une escalade des sanctions qui sont certes prévues par les textes, mais il vaut mieux, dans cette partie du monde en particulier, faire en sorte que l'action diplomatique réussisse. Peut-être que cela signifie aussi qu'il faut reconnaître à ce pays un rôle à jouer dans cette partie du monde, à condition aussi qu'il renonce à certaines déclarations, qu'il renonce à la contestation de l'État d'Israël, par exemple, parce que ces déclarations sont absolument insupportables. Et donc, l'action diplomatique doit pouvoir conduire, d'une part, à reconnaître à ce grand pays un rôle dans cette partie du monde, à en définir un certain nombre de conditions, mais surtout à empêcher son évolution vers la maîtrise du nucléaire. Et parce que vous avez dit qu'il fallait parler avec tout le monde, vous parlez avec Ahmadinejad si vous êtes élu ? Mais absolument. Je crois qu'il faut parler avec tout le monde, mais être exigeant sur les valeurs, ne pas tolérer un certain nombre de propos qui sont tenus et qui justifient justement une action diplomatique extrêmement ferme pour que ce pays n'accède pas au nucléaire. Juste un mot sur cette idée de conférence internationale, cette proposition du président français Jacques Chirac. En un mot, est-ce que vous dites c'est bien, c'est une bonne idée, Ségolène Royal ? Oui, bien sûr. De toute façon, toutes les conférences internationales sont utiles. Je voudrais juste revenir sur ce qui vient d'être dit. J'ai en effet une vision plus prudente que mes deux collègues. Et d'ailleurs, à propos de l'accès de l'Iran au nucléaire civil. Bien sûr que l'enrichissement de l'uranium n'est pas le même. Mais quand on contrôle le nucléaire civil, on contrôle en effet une partie de l'enrichissement de l'uranium. Et on sait, on le voit bien en France, les conditions de sécurité qui entourent les centrales nucléaires civiles. Et je considère que c'est une première étape. Et dans la mesure où les Russes ont proposé des coopérations dans le cadre de nucléaire civil à l'Iran, je pense que cette solution est beaucoup plus prudente tant que le régime iranien n'aura pas évolué. Donc je maintiens ma position qui consiste à dire qu'il vaut mieux trouver des coopérations pour produire de l'électricité, mais en ne permettant pas aux Iraniens de contrôler tout le processus du nucléaire civil. Est-ce que vous prônez, est-ce que la France doit peser pour un retrait rapide des troupes d'Irak, des troupes américaines ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement démocratique en Irak. Le président Talabani me disait récemment qu'il fallait leur laisser le temps de décider eux-mêmes cette phase transitoire de retrait des troupes américaines. On sait que c'est un pays qui aujourd'hui est au bord de la guerre civile, qui a des tensions très fortes entre les Kurdes, les sunnites, les chiites. Et au fond, son idée au président actuel, c'est de dire que la constitution irakienne prévoit un État fédéral. Et donc, il faut leur laisser le temps de mettre en place ces nouvelles institutions qui permettra aux différentes communautés de coexister, d'apaiser les tensions dans un contexte extrêmement difficile. Ça vient d'être dit justement à l'instant. Et donc, je crois qu'il faut à la fois faire un effort, en effet, sur la coopération, l'aide au développement. Ils sont, par exemple, très demandeurs de soutien dans la reconstruction des universités, des écoles, des adductions d'eau, puisque l'accès aux biens élémentaires de la population sont souvent compromis. Et on sait très bien que lorsque la vie quotidienne est aussi dure, toutes, en effet, les tensions sont exacerbées. Donc, il faut agir sur ces deux fronts
à la fois le front diplomatique, les aider à mettre en place et à stabiliser leurs institutions et leur laisser le temps de décider, parce qu'ils sont les premiers demandeurs, au fond, à retrouver aussi leur souveraineté, mais leur laisser le temps de décider de cette phase transitoire qui, en effet, il est souhaitable, soit le plus rapproché possible. Vers un gouvernement démocratique en Irak, ça veut dire que ça peut être une réussite des Américains. C'est d'abord une réussite des Irakiens. Je crois qu'ils ont énormément souffert et qui, si aujourd'hui arrivent à croire à nouveau à un fonctionnement démocratique d'un pays qui a été écrasé sous une tyrannie abominable, c'est aussi l'encouragement de la communauté internationale qui leur permettra de réussir cela. Comment vous parlez aux États-Unis? Comment vous parlez à George Bush? D'abord, je pense que la France a toujours incarné, depuis le général de Gaulle, une forme de fierté, d'indépendance, d'autonomie par rapport aux États-Unis. Donc vous êtes dans la continuité de cette politique. Je suis dans cette continuité. Et je pense que la France doit faire... Et la France en a toujours les moyens ? Oui, la France en a les moyens. La France doit prendre ses moyens et elle les a parce qu'elle s'appuie sur un certain nombre de valeurs qui sont les siennes et que j'ai évoquées tout à l'heure, sur lesquelles je ne reviendrai pas. L'Amérique ne se résume pas à George Bush. Et nous ne pouvons absolument pas, à libéralisme et à l'intérieur, se protège, et en particulier l'agriculture américaine. Nous ne pouvons pas tolérer non plus que la première puissance du monde refuse de ratifier le protocole de Kyoto, alors que c'est le premier pays producteur du monde. Donc oui, à l'alliance avec le peuple américain, qui est un peuple créatif, de culture, imaginatif, une économie aussi exceptionnelle, avec lesquels nous devons avoir des échanges, non pour nous laisser non plus dévorer ou prélever, je l'ai dit tout à l'heure, nos cerveaux et notre matière grise en Europe, mais nous devons tenir notre rang sur la recherche européenne par rapport à la recherche américaine. Nous n'avons aucun complexe à avoir de ce côté-là. Et enfin, je pense qu'il faut que nous puissions rééquilibrer nos relations avec l'Amérique en nous réimpliquant beaucoup plus fortement avec l'Amérique latine. Question précise sur donc, les dépenses militaires. Le deuxième porte-avions, est-ce qu'on le remet en question? Est-ce que vous le remettez en question si vous êtes élu président de la République? Alors déjà, dans quel cadre global se situe cette question à laquelle je vais répondre? D'abord, je crois que dans le monde instable dans lequel nous vivons, dont nous venons d'ailleurs abondamment de parler, il n'est pas question de réduire l'effort de défense de la France, à la fois pour la protection de nos ressortissants, mais aussi pour la défense des intérêts stratégiques et pour l'intervention sous l'égide de l'ONU chaque fois que c'est nécessaire. Il n'y aura donc pas de réduction du budget. En revanche, je pense que l'on peut sans doute remettre à plat un certain nombre de dépenses et peut-être dépenser de façon plus efficace. Et ce que je propose, c'est de le faire dans le cadre de la défense européenne. C'est-à-dire que les gros investissements militaires soient examinés avec nos partenaires dans le cadre d'une nouvelle étape qui doit être franchie sur cette coopération européenne. Deuxième proposition, je pense qu'il faut démocratiser le débat sur la défense et renforcer les pouvoirs du Parlement et en particulier les pouvoirs de la Commission de la Défense dans deux directions. Je pense que le Parlement doit contrôler les opérations à l'extérieur, les OPEX, et que d'autre part, nous devons donner satisfaction à une demande très ancienne du Parlement de mettre en place une commission sur le renseignement. Et les citoyens, ils peuvent participer à la décision en matière de défense ou de politique étrangère ? C'est le Parlement qui doit être associé, ça n'est pas le cas. Le livre blanc dont parlait Laurent Fabius tout à l'heure de 94, je crois, n'a même pas associé le Parlement, ce qui est absolument inadmissible. Après, il appartient à chaque parlementaire, dans sa circonscription, d'associer les citoyens s'ils le souhaitent, puisqu'il est amené à contrôler le gouvernement et à voter des lois, et c'est le rôle du parlementaire d'associer les citoyens. Et le bouton nucléaire, est-ce qu'on peut l'européaniser ou pas ? Certainement. Pardon ? Le bouton nucléaire, est-ce qu'on peut même question qu'à Laurent Fabius, est-ce que ça pourrait être partagé avec les autres Européens avec qui vous voulez bâtir l'Europe de la défense ? Absolument pas. Sinon, il n'y a plus de dissuasion nucléaire. Donc là, il n'en est pas question. La troisième proposition que je ferai, c'est que la France doit réussir à imposer au reste du monde une réglementation sur les armes. Et en particulier sur l'interdiction des mines antipersonnelles et sur l'interdiction des armes à sous-munitions. Et enfin, la dernière proposition que je fais,
c'est de veiller, et ça je m'y engage, à ce que la recherche militaire ait beaucoup plus d'implication dans le civil. Puisqu'il y a des technologies militaires, et aux États-Unis, cette préoccupation-là est beaucoup plus prégnante qu'en France, dans le domaine des nouveaux matériaux, des télécommunications, de l'informatique, des transports, de la santé. Et si l'on jette des ponts beaucoup plus efficaces entre les laboratoires militaires et les laboratoires de la recherche civile, à ce moment-là, on verra aussi que derrière un budget militaire qui est de 47 milliards d'euros, il y a non seulement la défense de la France, on vient de le voir, il y a aussi de nombreux emplois, puisqu'il y a plus de 330 000 le deuxième emplois porte-avions, directs, est-ce qu'on le fait indirects, etc. Le deuxième porte-avions, on le fait ou pas? Et donc, faut y aller juste ou pas pour terminer, et donc tous ces enjeux doivent être examinés lorsqu'on regarde la dépense publique. Juste d'un mot, oui ou non au deuxième porte-avions? Quel est le problème? Oui ou non au Barracuda, Quel les est sous-marins le deuxième nucléaires? C'est pas un jeu non plus, la défense nationale. Mais c'est les questions qui sont posées aujourd'hui, notamment par le président de la République. Ça n'est pas un jeu non plus. Pourquoi se pose la question du deuxième équipement? Parce que celui que nous avons, le porte-avions, est immobilisé pendant 18 mois tous les 7 ans. Or, nous avons besoin d'une présence permanente en mer. Donc la solution à ce problème, qui doit en trouver une, c'est sans doute de négocier avec les Britanniques qui ont également un porte-avions pour voir si, en coopération avec eux, nous ne pourrions pas, dans le cadre de l'Europe de la défense, assurer une présence en mer permanente, ce qui permettrait de faire l'économie d'un second porte-avions ou à tout le moins de décider dans un contexte européen donc plus économe pour le budget français, au même titre que ce que je disais tout à l'heure sur les décisions sur les gros équipements, je pense que nous devons mutualiser nos moyens financiers parce que vous savez que dans nos pays, nous avons aussi d'autres préoccupations, l'éducation, l'emploi, la santé, et donc toutes les dépenses militaires doivent être calculées au plus juste, mais ne doivent pas être réduites. C'est évidemment, Ségolène Royal, quel serait votre premier engagement, si vous êtes élu président de la République, pour lutter contre le réchauffement climatique? C'est une politique européenne extrêmement offensive, et en particulier une politique fiscale. Pourtant, par exemple, une TVA vers le taux zéro sur toutes les énergies renouvelables. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que dans ce domaine, il y a eu tellement de mensonges dans les discours officiels, contrecarrant ce qui était dit ici par rapport aux actes qui étaient faits ailleurs. En 1992, j'étais ministre de l'Environnement et j'ai représenté la France au sommet de la planète Terre à Rio. Eh bien, tout ce qui est dit aujourd'hui était déjà dit à ce moment-là, en 1992. Le réchauffement planétaire, le principe de précaution, le recours aux énergies fossiles qui étaient excessives, la façon de faire accéder les pays pauvres vers le développement en utilisant les énergies renouvelables. Je vous presse un petit peu parce qu'on a été très long sur le reste et sinon on va être obligé d'être très synthétique là-dessus. La parole que je donne sera tenue. C'est-à-dire que je pense que la France a la capacité de rattraper son retard dans le domaine en particulier des énergies renouvelables, que je pense qu'il faut une fiscalité écologique et que dans ce domaine-là, nous devons impérativement montrer et donner l'exemple. Nous devons entraîner les autres pays européens. Et comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'est un des chantiers majeurs pour l'Europe que de préparer aujourd'hui l'après-pétrole. Et deuxièmement... Est-ce qu'on maintient nos choix pour l'énergie nucléaire en France ? Je pense que c'est un autre sujet. Oui, mais il n'est pas sans rapport. Il n'est pas sans rapport. On dit que cette énergie qui a des inconvénients, par exemple, n'a pas d'effet négatif sur... Ce que je voudrais dire avant cela, c'est que notre responsabilité aussi, à nous qui avons donné dans nos modes de développement un si mauvais exemple, nous ne devons pas imposer ce modèle de développement aux pays pauvres. Et lorsque l'on va en Afrique, et que l'on observe qu'aujourd'hui encore, il y a si peu d'équipements sur les énergies alternatives, et notamment sur le soleil, qui est l'énergie gratuite, nous avons là aussi un défi considérable à relever. C'est une utopie réalisable que de permettre aux pays qui vivent sous des latitudes chaudes d'accéder au développement grâce à l'énergie solaire. Allez. Dominique Strauss-Kahn. Et je reviendrai tout à l'heure peut-être sur l'énergie nucléaire. Je ne sais pas. La politique doit reconquérir sa crédibilité. Et qu'il faudra en effet regarder les écarts entre le discours et les actes.
Et pour rebondir sur ce sujet de l'environnement, qui est pour moi un sujet majeur, je voudrais dire ici que la crédibilité de ma parole repose aussi sur mes actes. Les actes que j'ai accomplis en tant que ministre de l'Environnement et les actes que j'accomplis aujourd'hui, et je ne voudrais pas en abuser, mais c'est important, à l'échelle de la région. Car sur l'environnement, il y a à la fois le local et le global. Et c'est chaque citoyen, chaque responsable politique, chaque association qui va décider si oui ou non nous réussirons à maîtriser l'avenir de notre planète et à la transmettre en bon état aux générations futures. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que dans ma région, nous respectons désormais le protocole de Kyoto grâce à l'initiative Climat. Et je voudrais en remercier toute ma majorité, notamment les écologistes. Au niveau de ma région, nous sommes maintenant la première à avoir installé les capteurs solaires. Nous sommes une des toutes premières régions à faire fonctionner les trains au biocarburant malgré la charge fiscale. Nous sommes au premier rang aussi pour le rééquilibrage entre les transports publics et la voiture. Et donc, cette mise en mouvement des territoires pour que, à l'échelle de la planète, nous réussissions à faire reculer la destruction de cette planète, à faire reculer la biodiversité qui pèse essentiellement sur les pays les plus pauvres. Je crois que cet enjeu-là, aujourd'hui, devant les militants socialistes, j'en prends l'engagement. La France sera le pays de l'excellence environnementale. Je ne lâcherai pas cet enjeu. Je l'imposerai à toutes les pesanteurs, y compris dans le domaine agricole, à tous les lobbies, dans l'industrie, dans les transports, partout, là où il faut lutter au quotidien pour que les valeurs collectives, pour que l'accès aux biens publics au niveau de la planète l'emporte sur les logiques financières. Merci à tous les trois d'avoir participé à ces débats inédits. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bonsoir. Merci.